Alors qu'il était en voyage d'affaires, mon mari m'a expulsé de son yacht privé tout en hurlant méchamment, descends maintenant. Ce yacht est pour les élites, pas pour une perdante provinciale malheureuse comme toi. Si tu veux venir, n'a qu'à nager. J'ai juste souri légèrement, j'ai sorti mon téléphone portable et j'ai passé un court appel. 5 minutes plus tard, le capitaine du yacht est sorti avec le visage pâle. Le voyage a été annulé. Le yacht n'a pas l'autorisation de naviguer. C'est là que ma femme est devenue hystérique pour découvrir ce qui s'était passé. Mais avant que l'histoire ne commence, s'il vous plaît, commentez la partie du monde d'où vous nous regardez. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour que cette chaîne puisse continuer à croître et à proposer d'autres histoires incroyables. Le vent soufflait fort depuis la mer sur le yacht de luxe ancré au Subic Bay Yacht Club cet après-midi-là. Le ciel d'un orange doré se reflète sur l'eau calme. Sur le vaste pont du yacht, une fête se déroule actuellement. Des dizaines d'invités vêtus de robes et de costumes élégants bavardent joyeusement en tenant des coupes de champagne et des cocktails, savourant le luxe qui leur est offert. Au milieu de tout le monde, Enrique se tenait droit. Il se sentait comme un roi inspectant son royaume. Le costume de créateur coûteux qu'il porte lui donne une apparence imposante et respectable. Cette journée est importante pour lui, le jour où il célébrerait le grand succès de son entreprise devant ses partenaires d'affaires et l'élite sociale de Manille. Il sentait qu'il tenait le monde dans la paume de ses mains et que rien ne pouvait gâcher son moment de gloire. Cependant, le sourire de fierté sur le visage d'Enrique a progressivement disparu lorsque ses yeux se sont posés sur une femme debout quelque peu maladroitement près du mât. C'est Céleste, sa femme. Céleste portait une robe à manches longues simple mais élégante qui contrastait avec le glamour ambiant. Aux yeux d'Enrique, l'apparence de Céleste était un défaut au milieu du luxe qui les entourait. Elle était comme une petite tache sur une soie parfaite. Enrique était agacé. Il lui avait dit à maintes reprises de s'habiller de manière plus moderne, plus audacieuse, ou au moins de porter des bijoux qui afficheraient son statut social. Mais Céleste restait Céleste, la femme simple envers qui il avait eu tort il y a 5 ans quand il n'avait rien. Maintenant qu'Enrique a l'impression d'être au sommet du monde, la présence de Céleste est devenue un fardeau embarrassant. L'irritation d'Enrique a atteint son paroxysme lorsqu'Isabelle est apparue parmi les invités. Isabelle marchait avec élégance, vêtue d'une robe de soirée éblouissante et d'un maquillage parfait. Isabelle est tout ce qu'Enrique veut avoir à ses côtés en public, une bonne confiance en soi et l'habitude de se mêler aux élites. Elle s'est approchée d'Enrique avec un sourire charmant, puis a jeté un regard méprisant à Céleste qui était seule. Le regard d'Isabelle semblait dire que Céleste n'était pas à sa place ici. Enrique a compris l'allusion et son estime de soi a été blessée. Il ne voulait pas qu'Isabelle ou ses partenaires pensent qu'il n'avait pas de goût à cause d'une femme comme Céleste. Sans se soucier des sentiments de sa femme, Enrique fit de grands pas vers elle. Il saisit violemment le bras de Céleste, la faisant sursauter et laisser échapper un faible gémissement de douleur. Enrique a ignoré cela. Il l'a traînée loin de la foule vers le bord du pont près de la passerelle. Plusieurs invités ont commencé à se retourner, observant la petite agitation avec étonnement. Mais Enrique était consumé par la colère et la honte. Il a l'impression que Céleste gâche l'image de sa fête. Il l'a lâchée violemment, provoquant la chute de Céleste. Le visage rouge d'une colère contenue, Enrique pointa du doigt le quai. Sa voix résonnait. La musique mélodieuse qui jouait plus tôt a été gâchée. Il a crié fort, au mépris de la dignité de sa femme, « Descends maintenant. Ce yacht est pour les élites, pas pour une perdante provinciale malheureuse comme toi. » Les mots percent comme des poignards, blessant quiconque les entend. Enrique a continué ses insultes, à bout de souffle. Il a dit que Céleste n'avait pas sa place là-bas avec des gens qui réussissent. Il a insulté ses vêtements, qu'il considérait comme simples et démodés. Céleste a regardé son mari dans les yeux. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux. Elle voit seulement comment l'homme qu'elle aimait autrefois est devenu un monstre assoiffé de gloire. Enrique a crié de nouveau, insistant sur le fait que si Céleste voulait toujours venir avec lui, elle devrait nager parce que son luxueux yacht n'était pas digne d'être foulé par une femme comme elle. Isabelle, qui regardait de loin, ricanait en se couvrant la bouche, appréciant le spectacle. Les autres invités commençaient à murmurer. Certains avaient pitié d'elle, mais beaucoup la regardaient avec dédain, influencés par les paroles d'Enrique. Céleste prit une profonde inspiration. Elle ajusta sa robe, qui était un peu froissée par les tiraillements d'Enrique. Son visage restait paisible, très paisible pour quelqu'un qui venait d'être embarrassé en public.
Elle n'a pas répondu au cri d'Enrique. Elle n'a pas supplié. Elle a juste souri légèrement, un sourire mystérieux qu'Enrique ne pouvait pas comprendre. Sans dire un mot pour se défendre, Céleste s'est détournée. Elle est descendue de la passerelle du yacht, le dos droit. Ses pas étaient exempts de toute trace de doute. Arrivée sur le béton dur du quai, elle s'arrêta un instant et sortit son smartphone de son sac. L'écran s'allume, affichant un contact spécial. Elle porta le téléphone à son oreille. Pendant ce temps, Enrique s'est remis à rire avec Isabelle, satisfait que la perturbation de sa fête soit partie. Il leva son verre, prêt à porter un toast avec les invités pour célébrer sa liberté. Mais sur le quai, Céleste a prononcé une courte phrase d'un ton froid qu'Enrique ne lui avait jamais entendu auparavant. Elle a ordonné à un certain Marco, à l'autre bout du fil, de geler l'accès au secteur 7 et d'en prendre le contrôle. Maintenant, 5 minutes se sont écoulées. La fête sur le yacht est devenue encore plus excitante. Enrique est occupé à se vanter de la façon dont il a acheté le yacht comme symbole du succès de son entreprise. Soudain, le faible bourdonnement du moteur s'est arrêté. Les lumières décoratives illuminant le pont ont clignoté une fois puis se sont éteintes complètement avant de se rallumer avec une faible lumière d'urgence. La musique s'est arrêtée immédiatement. Un silence assourdissant a enveloppé le yacht. Les invités se regardaient avec confusion. Le visage d'Enrique s'est ridé d'agacement. Il était sur le point d'appeler l'équipage pour les réprimander. Cependant, la porte de la passerelle du capitaine s'est soudainement ouverte. Le capitaine Reyes, un homme d'âge mûr habituellement calme et professionnel, est sorti en courant avec un visage tendu et pâle comme un fantôme. Il ignora les regards des invités et se dirigea droit vers Enrique. Il haletait comme s'il avait vu une apparition. Enrique, sentant son autorité remise en question, a hurlé sur le capitaine Reyes, demandant ce qui se passait et pourquoi les moteurs étaient coupés. Mais la réponse du capitaine a coupé le souffle d'Enrique. D'une voix tremblante, le capitaine a annoncé que le voyage avait été annulé. Le permis de navigation du yacht vient d'être révoqué par le propriétaire légitime. Le yacht ne peut pas bouger d'un centimètre du quai. Enrique était stupéfait. Le verre a failli lui tomber des mains. Il a regardé le capitaine Reyes avec incrédulité. Pendant ce temps, loin au bout du quai où il commençait à faire nuit, Céleste était toujours debout, observant le yacht d'un regard vif et illisible. L'atmosphère sur le pont a soudainement changé en quelques secondes seulement. La chaleur de la fête s'est transformée en une tension écœurante. Enrique a senti son visage chauffer, non pas à cause de la lumière du soleil, mais à cause de la honte et de la colère explosant dans sa poitrine. La déclaration du capitaine Reyes a été comme une gifle pour les invités qui le regardaient maintenant avec suspicion. Enrique ne pouvait pas accepter cette vérité. C'était lui qui avait loué ce yacht, du moins le pensait-il dans son arrogance. Il a l'impression d'avoir tous les droits sur toutes les personnes présentes. Il s'est rapidement approché du capitaine Reyes, pointant le visage de l'homme en uniforme avec une main tremblante de colère. Enrique a commencé à hurler. Les ennuis empirent. Sa voix résonnait contre les parois du yacht désormais silencieux. Il a accusé le capitaine Reyes de mentir ou d'être ivre. Il a insisté sur le fait qu'il était le patron ici et que c'était lui qui payait pour toute l'opération. Il a ordonné que les machines soient remises en marche immédiatement. Il ne voulait entendre aucune raison technique ou bureaucratique. Pour lui, l'argent et le pouvoir sont tout, et il a l'impression d'avoir les deux. Mais le capitaine Reyes est resté de marbre. Il est resté ferme. Son visage montrait toujours de la peur, pas la peur d'Enrique, mais celle de l'ordre qu'il venait de recevoir par un canal de communication spécial destiné uniquement au propriétaire suprême. Le capitaine Reyes secoua lentement la tête. Rejetant l'ordre d'Enrique avec fermeté, il expliqua que le système de navigation du yacht avait été verrouillé de l'extérieur. Ils ne peuvent rien faire. L'ordre d'arrêt est venu directement du centre de commandement maritime qui possède le navire. Enrique s'est mis encore plus en colère. Il a accusé le capitaine Reyes d'avoir été soudoyé par ses concurrents pour ruiner son événement important. Il a menacé de poursuivre le capitaine et de s'assurer qu'il pourrisse en prison. Isabelle, qui était derrière Enrique, essayait de le calmer, mais son visage montrait aussi de l'inquiétude car son projet de se pavaner était sur le point d'échouer. Les mains tremblantes d'émotion, Enrique sortit son téléphone portable coûteux de la poche de sa veste. Il a l'intention d'appeler le bureau central de la société de location ou quiconque il considère comme responsable de ce problème.
Il voulait renvoyer le capitaine Reyes sur le champ. Il composa le numéro d'urgence de la gestion des yachts. La sonnerie a retenti plusieurs fois, faisant trembler Enrique d'impatience. Enfin, on a répondu à l'appel. Mais ce n'est pas la voix d'un opérateur humain qui lui a répondu. La voix qu'il a entendue à l'autre bout du fil était l'enregistrement d'une femme qui était très familière à Enrique. C'était la voix de Céleste. Cependant, son ton était très différent de la Céleste qu'il connaissait à la maison. La voix était froide, formelle, puissante et pleine d'autorité. L'enregistrement indique que l'accès à la location au nom d'Enrique a été gelé en raison d'une violation grave du code d'éthique, et que tous les actifs utilisés sont retirés sous l'autorisation du groupe Vega, laissant Enrique sans voix. Le téléphone a glissé lentement de son oreille. Le nom du groupe Vega a résonné dans son esprit. C'est le nom d'un conglomérat géant qui domine de nombreux secteurs d'activité, de l'immobilier au maritime. L'entreprise d'Enrique n'est qu'un grain de poussière comparé à ce géant. Il sentait que son monde tournait. Il est confus. Pourquoi la voix de sa femme est-elle sur la ligne téléphonique d'une entreprise très puissante? Il a essayé de chasser les mauvaises pensées, se convainquant que c'était juste une coïncidence ou la voix d'une opératrice sosie, mais la vérité devant lui était indéniable. Depuis l'entrée du port, un convoi de véhicules de l'autorité portuaire et de la sécurité approche. Ils ne sont pas venus pour escorter le départ du yacht, mais ont plutôt apporté du ruban de police et des documents de saisie. Les invités commençaient à paniquer. Ils murmurent, pensant que l'entreprise d'Enrique est impliquée dans des problèmes juridiques ou de l'évasion fiscale. Un par un, les invités ont commencé à débarquer du yacht, ne voulant pas être impliqués dans le chaos. Enrique courut sur le côté du yacht et regarda à travers le quai vers un banc sur la terrasse d'un café au port, au loin. Là, Céleste semble toujours assise tranquillement. Sa femme ne ressemble pas à une simple femme en fuite. Elle était assise avec élégance, les jambes croisées, buvant du thé dans une tasse en porcelaine comme si elle appréciait le magnifique coucher de soleil. Leurs regards se sont croisés à distance. Enrique a vu une froideur effrayante sur le visage de Céleste. À côté d'elle se tenait un jeune homme dans un costume impeccable qu'Enrique a partiellement reconnu comme étant Marco, l'homme que Céleste avait appelé. Marco a remis un document à un responsable du port qui venait d'arriver. L'officier est monté sur le yacht et s'est approché d'Enrique, qui restait paralysé. L'officier a demandé poliment mais fermement à Enrique et à tout son groupe de quitter le yacht immédiatement. Enrique a essayé de s'y opposer, demandant une explication. L'officier a ouvert le dossier qu'il portait et lui a montré une copie du certificat de propriété. Là, le nom du propriétaire est clairement écrit, une société mère sous le groupe Vega. Et dans un coin du document, il y avait la signature de la présidente du conseil dont le nom faisait trembler les genoux d'Enrique, écrit dans la signature, Céleste Vega. Cette vérité a frappé Enrique comme un marteau. Il savait que le nom de famille de sa femme était Vega, un nom courant. Il ne savait pas que Céleste faisait partie de la légendaire famille Vega. Il pensait que Céleste était une pauvre orpheline qui avait eu la chance de l'épouser. Il s'avère que le yacht luxueux dont il était si fier, qu'il avait loué à un prix très élevé pour se pavaner, appartient en réalité à sa propre femme. Enrique se sentait mal. Il venait d'expulser la propriétaire du yacht de son propre yacht en utilisant des mots durs. Isabelle, qui a également vu le document, a écarquillé les yeux. Son visage est devenu pâle alors qu'elle réalisait à quel point elle était embarrassée d'avoir insulté une femme dont la richesse dépassait son imagination. Le soleil commença à se coucher complètement, laissant Enrique dans l'obscurité littérale sur le pont. Les agents de sécurité ont commencé à escorter Enrique et Isabelle vers le bas. Enrique marche comme un robot. Ses jambes lui semblaient lourdes alors qu'il descendait la même passerelle où il avait poussé Céleste plus tôt. En bas, les voitures de luxe des visiteurs quittent la zone portuaire. Enrique reste seul avec la honte qui brûle en lui. Pendant ce temps, une berline noire brillante s'est arrêtée devant le café où Céleste était assise. Marco lui a ouvert la porte arrière. Céleste est montée dans la voiture sans même regarder Enrique, qui posait à peine le pied sur l'asphalte du quai. La voiture s'est éloignée, laissant une fine couche de poussière qui a frappé le visage d'Enrique, signalant le début de la destruction de la vie de cet homme arrogant. Le chaos de cet après-midi au port fut le début d'un long cauchemar pour Enrique. Après avoir été honteusement expulsé du yacht qui aurait dû être la scène de sa grandeur, Enrique est rentré chez lui le cœur brisé. Isabelle, la femme qu'il adulait pendant ses jours de gloire, a montré son vrai visage dès qu'elle a appris que la position d'Enrique était en danger.
Sur le parking du port, Isabelle a refusé de monter dans la voiture d'Enrique. Prétextant un mal de tête et voulant se reposer, elle a appelé un taxi et a laissé Enrique seul dans la poussière. Enrique n'a pu que frapper le volant de frustration, libérant la colère qu'il ne pouvait diriger vers personne. Sur le chemin du retour, son téléphone a sonné sans arrêt. Ce n'était pas des félicitations pour la fête comme il s'y attendait, mais un flot de messages annulant des contrats de la part de partenaires commerciaux au port. La nouvelle de l'embargo sur le yacht et de l'expulsion d'Enrique s'est propagée plus vite qu'une traînée de poudre. La réputation qu'il avait mis des années à bâtir s'était effondrée en quelques heures seulement. Enrique conduisit rapidement sa berline à travers les rues de la ville qui commençait à se remplir de monde. Son esprit était en plein désarroi. L'image du visage paisible de Céleste alors qu'elle le regardait se faire chasser le hantait. Il n'arrive toujours pas à croire comment le nom de Céleste s'est retrouvé sur le document de propriété du yacht. Mais son arrogance refuse d'accepter cette vérité. Il s'est convaincu que c'était une erreur administrative ou juste une coïncidence de nom. La Céleste qu'il connaissait était une simple femme au foyer qui ne connaissait rien aux affaires, et encore moins à la possession de propriétés de plusieurs millions de dollars. Arrivé à leur luxueuse maison, il vit la porte entr'ouverte. Les lumières du salon étaient allumées, mais l'ambiance était différente. Il y avait un silence de mort, comme si la maison savait que ses occupants étaient au bord de la destruction. Il entra d'un pas lourd. Il jeta sa coûteuse veste américaine sur le canapé. Il desserra sa cravate qui l'étouffait. Il regarda autour de la pièce, cherchant Céleste. Il voulait exprimer sa frustration. Il voulait l'insulter parce qu'il pensait que c'était elle qui avait apporté la malchance à l'origine de tous les ennuis. Ses pieds le portèrent jusqu'à la chambre principale. Là, il trouva une scène qui lui fit bouillir le sang. Céleste se tenait devant le placard ouvert. Une grande valise était sur le lit, et Céleste y rangeait calmement ses vêtements. Ses gestes étaient ordonnés et méthodiques. Il n'y avait ni sanglots ni drame, juste la certitude qu'elle allait partir. Enrique renifla bruyamment, attirant l'attention de Céleste. Il commença à l'insulter avec des mots blessants. Il l'accusa de l'avoir délibérément embarrassée devant ses amis par un sale tour ou de la sorcellerie pour causer des ennuis au yacht. Enrique a crié que tous les échecs d'aujourd'hui étaient dus à l'aura négative que Céleste transportait. Selon lui, Céleste est un fardeau qui entrave son succès. Il sent que Céleste ne mérite pas d'être avec un homme aussi célèbre que lui. En entendant les insultes, Céleste ne s'est pas arrêtée. Elle plia sa dernière robe, la mit dans la valise et ferma la fermeture éclair avec un bruit ferme. Puis elle fit face à Enrique avec un regard vide, sans émotion, comme si elle regardait un étranger sans valeur. Céleste a dit d'une voix basse mais tranchante qu'elle partirait comme Enrique le souhaitait. Elle lui a rappelé ses paroles sur le yacht, qu'une femme provinciale ne faisait pas le poids face aux élites. Céleste a dit qu'elle ne voulait plus salir la belle maison d'Enrique par sa présence. Elle partira avec le peu de dignité qu'il lui reste. Enrique resta silencieux un instant, surpris par l'audace de Céleste, qui était d'ordinaire soumise, mais son ego l'empêcha de l'arrêter. Au lieu de cela, il l'a mis au défi de ne jamais revenir mendier quand elle n'aurait plus d'argent. Il était convaincu que Céleste ne pourrait pas vivre un jour sans son argent. Juste au moment où Céleste saisissait la poignée de sa valise, prête à quitter la pièce, le téléphone d'Enrique sonna soudainement fort. La sonnerie spéciale qu'il avait configurée pour les appels professionnels importants brisa la tension entre eux. Enrique regarda l'écran de son téléphone affichant un numéro inconnu. Mais le préfixe indique que l'appel provient d'un quartier d'affaires exclusif. Enrique renifla en répondant à l'appel, changeant son ton en un ton poli et professionnel en un instant, une feinte qui était devenue son habitude. À l'autre bout du fil, la voix d'un homme était ferme et formelle. Il se présenta comme l'assistant personnel d'une grande investisseuse qui souhaitait sauver l'entreprise d'Enrique, sur le point de faire faillite à cause du scandale du port. Les yeux d'Enrique s'illuminèrent immédiatement. L'espoir qui était mort renaissait. Il s'inclina respectueusement même si la personne à qui il parlait ne pouvait pas le voir. Il écouta attentivement chaque mot. L'investisseuse est prête à injecter une somme d'argent importante qui pourrait couvrir toutes les pertes d'Enrique et même financer une nouvelle expansion. Cependant, il y a une condition qui ne peut être niée. L'investisseuse est quelqu'un qui accorde une grande importance à la famille et à la loyauté. Elle ne travaillera qu'avec un homme qui a un foyer convenable. En d'autres termes, l'investisseuse invite Enrique à un dîner pour signer le contrat ce soir-là,
à condition qu'il y assiste avec sa femme légitime. L'investisseuse a spécifiquement mentionné qu'il respectait les femmes qui s'habillent modestement et maintiennent l'honneur de leur mari. Le visage d'Enrique devint pâle. Il regarda Céleste qui était déjà à la porte de la pièce, prête à partir pour toujours. Si Céleste part maintenant, cette occasion en or disparaîtra, son entreprise coulera et il se retrouvera sans rien. Il ne peut pas emmener Isabelle avec lui. Elle ne répond pas aux critères pour être sa femme légitime, et son apparence est loin de la décence requise par l'investisseuse. Enrique a paniqué. Une sueur froide coulait sur ses tempes. Il accepta immédiatement toutes les conditions au téléphone, promettant d'arriver à l'heure avec sa femme bien-aimée. Après avoir raccroché, Enrique courut vers Céleste. Son chemin était bloqué juste à la porte. Ses bras étaient ouverts pour l'empêcher de partir. Son visage féroce et en colère s'est soudainement transformé en une expression pitoyable et suppliante. Il a supplié Céleste de ne pas partir ce soir-là. Il s'est agenouillé devant elle, tenant l'ourlet de sa robe. Il a inventé une histoire sur la pression extrême qu'il subissait et sur la façon dont il avait perdu le contrôle. Il a demandé à Céleste de l'aider au moins cette fois pour le bien de leur avenir. Il a promis de changer et de lui acheter tout ce qu'elle voulait. Tant qu'elle acceptait de venir dîner pour rencontrer cette importante investisseuse. Enrique a dit que le sort de centaines d'employés était entre ses mains, manipulant ses émotions en mentionnant le sort des autres, une tactique qu'il utilisait souvent par le passé. Céleste regarda Enrique, agenouillé à ses pieds. Dans son cœur, elle était dégoûtée par l'hypocrisie de son mari. Elle savait très bien qui était cet investisseur et qui avait appelé Enrique. Tout cela faisait partie du scénario qu'elle avait conçu avec Marco. Céleste resta silencieuse pendant un long moment, laissant Enrique s'inquiéter de l'incertitude. Finalement, Céleste prit une profonde inspiration. Elle dit qu'elle accepterait de venir, non pas pour Enrique, mais pour finir ce qui devait être fini. Mais elle posa une condition: après cette nuit, elle était libre de décider de sa propre vie et Enrique ne pouvait pas l'arrêter. Enrique, désespéré, accepta immédiatement sans réfléchir. Pour lui, l'important était d'obtenir la signature et l'argent de l'investisseur ce soir-là. Céleste s'en sortira plus tard. Avec un sourire de victoire forcé, Enrique dit à Céleste de se préparer pendant qu'il se douchait précipitamment pour laver la sueur de sa peur. À l'insu d'Enrique, Céleste sourit légèrement derrière lui, un sourire qui dit que le vrai jeu ne fait que commencer. C'est la nuit dans la ville étincelante, Enrique conduit sa berline de luxe vers le quartier central des affaires de Makati, où les gratte-ciel touchent le ciel. À l'intérieur de la voiture, l'atmosphère était froide et tendue. Enrique, qui conduisait, tenait fermement le volant. Il a habituellement un chauffeur, mais ce soir-là, il a choisi de conduire. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre soit témoin de l'interaction gênante entre lui et Céleste. Ou peut-être que son chauffeur a démissionné après avoir entendu parler de la faillite de son entreprise. Sur la banquette arrière, Céleste regardait silencieusement par la fenêtre. Les lampadaires illuminent à plusieurs reprises son visage, qui est couvert par un masque facial médical. Depuis qu'ils ont quitté la maison, la bouche d'Enrique n'a pas cessé de bavarder. Il donne des instructions à Céleste sur ce qu'il faut faire et ne pas faire lors de la réunion. Il l'a averti de ne pas trop parler. Elle a seulement hoché la tête, a souri et a répondu à ses quelques questions. Enrique a peur que la simplicité de Céleste ou son ignorance du monde des affaires ne l'embarrasse devant l'investisseur. Il a également critiqué la robe de Céleste. Bien qu'elle porte une robe en soie élégante et très chère, aux yeux d'Enrique, aveugle aux marques, elle paraissait ordinaire. Il n'arrête pas de se plaindre qu'elle aurait dû s'habiller avec plus de classe, sans savoir que la tenue de Céleste coûte plus cher que son propre costume. Enrique regarda dans le rétroviseur, observant le reflet de Céleste portant un masque. Il s'est demandé pourquoi elle portait un masque à l'intérieur de la voiture et lui a ordonné de l'enlever une fois l'investisseur identifié. Céleste répondit brièvement d'une voix rauque simulée. Elle a dit qu'elle avait une forte grippe et une toux. Elle a dit qu'elle ne voulait pas infecter le respectable investisseur. Enrique renifla d'agacement mais accepta la raison. Il pensait que le masque était même bien pour cacher le visage de Céleste, qu'il ne trouvait pas assez attirant pour le lieu de réunion luxueux. Il n'a pas remarqué que le masque était la façon de Céleste de cacher sa véritable identité au personnel de l'immeuble qui pourrait la reconnaître comme la propriétaire. La voiture est entrée dans l'allée d'un imposant gratte-ciel, l'une des icônes de la ville et siège de nombreuses multinationales. La sécurité est très stricte.
de nombreux agents de sécurité costauds et en uniforme gardent l'entrée. Enrique était nerveux et en même temps fier de lui de pouvoir mettre les pieds dans un endroit aussi luxueux. Il baissa sa vitre lorsqu'un garde s'approcha pour inspecter la voiture. Enrique prépara son plus beau sourire pour dire son nom et la raison de sa visite. Mais avant qu'il ne puisse parler, le garde sur la banquette arrière a regardé Céleste. Les yeux du garde se sont écarquillés un instant, comme s'il reconnaissait Laura ou le personnage derrière elle. Sa posture, qui était auparavant vigilante et suspecte, a soudainement changé. Il recula, se tint droit et s'inclina respectueusement. Il fit ensuite signe à ses collègues d'ouvrir immédiatement la barrière automatique sans avoir à inspecter le coffre ou à demander la carte d'identité d'Enrique. Enrique était stupéfait par ce traitement spécial. Il sourit largement, plein de fierté. Il pensait que sa réputation de jeune homme d'affaires était encore respectée dans ce domaine. Ou peut-être que l'investisseur avait déjà informé la sécurité qu'un invité VIP arrivait. Il conduisit la voiture jusqu'au hall principal. Il dit à Céleste avec arrogance, « Regarde comme je suis respecté dans cet immeuble. Tu devrais apprendre de moi comment agir pour que les gens t'apprécient. » Céleste ne répondit pas, fronçant simplement les sourcils derrière son masque. En arrivant devant les portes géantes en verre, un portier en uniforme s'est empressé d'ouvrir la porte de leur voiture. Étrangement, le portier n'a pas ouvert la porte d'Enrique en premier, mais a fait le tour de la voiture pour ouvrir la porte de Céleste. Enrique, qui était prêt à descendre, fut un peu blessé mais écarta rapidement ce sentiment, pensant que le portier était simplement poli envers une femme. Enrique descendit de la voiture, ajusta son costume et marcha devant Céleste. Il veut montrer qu'il a le contrôle. À l'intérieur du hall spacieux au marbre étincelant, l'atmosphère est tranquille et exclusive. La réceptionniste les a vus derrière un long comptoir en marbre. Quand Enrique s'est approché, la réceptionniste et plusieurs employés qui passaient se sont arrêtés simultanément. Ils se sont tous inclinés respectueusement dans leur direction. Enrique hocha la tête avec l'arrogance d'une célébrité. Il n'a pas remarqué que les regards et les révérences du personnel étaient en réalité destinés à la femme en robe simple qui marchait tranquillement 2 pas derrière lui. Le personnel de l'immeuble connaît très bien la posture et la démarche de la propriétaire. Même si son visage était couvert par un masque, ils se sont dirigés directement vers l'ascenseur exécutif spécial. Enrique appuya sur le bouton de l'ascenseur avec une élégance étudiée en attendant, avertissant à nouveau Céleste, « Ne m'embarrasse pas, souviens-toi qu'une petite erreur de ta part pourrait ruiner l'avenir de mon entreprise. » Enrique a l'air nerveux. Il ne cesse d'ajuster sa cravate et d'essuyer la sueur de son front. Pendant ce temps, Céleste restait calme à ses côtés. Elle avait l'air complètement détendue, comme si elle était chez elle. Et en effet, c'est le cas. La porte de l'ascenseur s'est ouverte avec un son doux. Ils sont entrés dans la cabine aux dorures et miroirs. Enrique appuya sur le bouton du dernier étage, le penthouse où se trouvait la salle du conseil. Alors que l'ascenseur montait rapidement, Enrique se regarda dans le miroir. Il se murmura à lui-même des encouragements pour obtenir le contrat. Il a même lancé un regard noir à Céleste qui se tenait debout, fixant la porte de l'ascenseur. Enrique a senti quelque chose d'étrange. Céleste, la fille de province, aurait dû avoir peur ou être émerveillée par le luxe de l'ascenseur. Mais Céleste n'a pas réagi. Elle a l'air de s'ennuyer. Il l'a réprimandée de nouveau, disant qu'elle devrait montrer de l'enthousiasme pour faire plaisir aux investisseurs. Le téléphone de Céleste a soudainement vibré. Elle le prit et lut un court message. Le coin de ses lèvres derrière le masque s'est courbé en un sourire moqueur. Le message est de Marco, tout le conseil d'administration est prêt dans la salle de conférence. Le spectacle est sur le point de commencer. Céleste cacha le téléphone dans son sac. L'ascenseur sonna de nouveau, signalant qu'ils étaient arrivés à destination. La porte s'ouvrit, révélant un couloir luxueux avec une moquette épaisse qui étouffait le bruit des pas. Au bout du couloir se trouve une imposante double porte en tex sculpté. C'est l'entrée de la salle de conférence principale. Enrique prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur battant. Il se tourna vers Céleste et lui donna un dernier avertissement. « Souviens-toi, ne parle que si on te le demande, » murmura-t-il avec insistance. Puis, d'un pas ferme et déterminé, Enrique se dirigea vers la porte, ignorant qu'il se dirigeait vers le jugement final de sa carrière et de sa fierté. Il poussa les géantes doubles portes avec une confiance totale, comme s'il possédait l'immeuble. Devant lui se trouvait une salle de réunion très spacieuse et luxueuse.
Une grande table ronde en acajou poli domine la pièce. Autour de la table étaient assises une douzaine de personnes en costume impeccable et au visage sérieux. Ce sont les membres du conseil d'administration et les cadres supérieurs de l'entreprise. C'étaient des gens qu'Enrique ne voyait que dans les magazines d'affaires ou les actualités économiques. Le cœur d'Enrique battait vite, un mélange de nervosité et de fierté débordante. Il avait l'impression d'avoir enfin atteint le niveau qu'il méritait, assis avec les patrons de l'économie de la ville. Il entra avec un large sourire pratiqué. Céleste suivait derrière lui, le dos voûté. Ses pas étaient lents et silencieux, portant toujours le masque qui couvrait la majeure partie de son visage. L'atmosphère dans la pièce était calme, froide et effrayante. La climatisation tournait à plein régime, créant un environnement glacial, mais pour Enrique, une sueur froide commençait à perler dans son dos. Il vit une grande chaise au bout de la table. Un fauteuil en cuir noir avec un dossier plus haut que les autres était vide. Personne n'est assis là. Enrique pensa que c'était pour la grande investisseuse qui n'était pas encore arrivée. Après une certaine hésitation, Enrique salua les personnes présentes qui le regardaient avec une expression vide sans sourire, mais avec un regard scrutateur. Leur regard semblait le déshabiller, examinant s'il était digne d'être dans cette pièce sacrée. Enrique déglutit, essayant de secouer ce sentiment de terreur. Il conduisit Céleste vers un siège d'invité un peu plus en retrait de la table principale pour indiquer que la position de Céleste n'était que supplémentaire. Puis Enrique se tint à côté de l'un des sièges vides à la table ronde, posa sa mallette et commença à parler pour briser le silence. Il se présenta d'une voix forte, essayant d'être charismatique. Il commença à se vanter de la vision et de la mission de son entreprise, des projets majeurs qu'il disait être en cours, et bien sûr, des actifs maritimes dont il était très fier. Sans aucune honte. Il répéta le mensonge sur le yacht qui, l'après-midi même, avait scellé son destin. Il dit au directeur que l'incident au port était un malentendu technique mineur qu'il avait déjà résolu, et que le yacht est, en fait, l'un des principaux actifs de son entreprise pour recevoir des clients VIP. Il mentait continuellement. Il scannait les visages des directeurs, espérant voir un signe d'approbation ou d'admiration. Mais aucun d'eux ne réagit. Comme ils s'y attendaient, ils restèrent silencieux. Certains regardaient même leur montre coûteuse avec impatience, comme s'ils attendaient quelque chose de plus important que les vantardises d'Enrique. Sentant que quelque chose n'allait pas, il essaya d'utiliser sa meilleure carte, l'image d'un homme de famille. Il désigna Céleste, qui était assise tranquillement dans un coin. Sur le ton de voix le plus doux, il présenta Céleste comme sa femme bien-aimée. Il dit que la présence de sa femme ici était un témoignage de son engagement envers les valeurs familiales et l'intégrité. Il fit même une fausse déclaration d'humilité, disant que sa femme est une femme simple qui le soutient toujours dans l'ombre, même si elle ne comprend pas les affaires complexes qu'il dirige. Quand Enrique finit de faire son propre éloge, une porte s'ouvrit sur le côté de la pièce. Marco entra d'un pas ferme, portant un dossier épais. Enrique sourit largement en voyant Marco. Il pensait que c'était le secrétaire personnel de l'investisseur qui allait laisser la place à son patron. Enrique ajusta rapidement sa cravate, se préparant à saluer son sauveur. Marco s'approcha du bout de la table où se trouvait le grand fauteuil. Il s'arrêta à côté et regarda autour de lui. Son regard se fixa sur Enrique un instant, lui lançant un regard significatif avant de regarder le coin où Céleste était assise. Enrique se demanda pourquoi l'assistant regardait sa femme. Il y avait quelque chose de différent dans les vêtements de Céleste, il était sur le point de la réprimander du regard pour qu'elle se tienne plus convenablement. Mais ce qui arriva ensuite lui coupa le souffle. Marco n'appela personne d'autre. Enrique fronça les sourcils, regardant à gauche et à droite, cherchant la présidente dont Marco parlait. Il pensa qu'elle était peut-être assise derrière Céleste, mais il n'y avait qu'un mur avec des panneaux de bois. Lentement, dans un geste paisible et élégant, Céleste se leva de sa chaise. Elle n'était plus courbée. Son dos était parfaitement droit, dégageant une aura d'autorité si forte qu'elle semblait peser sur l'air de la pièce. Enrique était stupéfait. Il murmura avec insistance à Céleste, lui demandant ce qu'elle faisait et lui ordonnant de retourner s'asseoir. Ce qu'elle faisait était considéré comme un acte de stupidité honteux à ses yeux. Il pensait que Céleste avait mal compris et pensait que l'appel lui était destiné. Il essaya même de s'approcher pour lui tirer le bras et la forcer à s'asseoir, mais Enrique s'arrêta net quand Céleste commença à marcher. Elle ne marchait pas voûtée comme une épouse effrayée, mais d'un pas ferme vers la table ronde.
Le son de ses talons résonnait sur le sol de marbre, un son rythmé, continu et effrayant. Chaque pas que Céleste faisait semblait piétiner l'ego fragile d'Enrique. Quand Céleste passa devant lui, le temps sembla ralentir. Elle leva lentement la main et retira le masque qui couvrait son visage. Son beau visage était exposé, mais son expression n'était pas celle de la Céleste qu'Enrique connaissait. Il n'y avait aucune tendresse, aucune humilité, seulement une teinte de fer froid et une mâchoire serrée avec détermination. Céleste continua de marcher, dépassant un Enrique figé comme une statue, et se dirigea droit vers le grand fauteuil au bout de la table. Marco tira rapidement la chaise pour elle. Céleste s'assit confortablement, le dos appuyé contre le dossier, et fit face à l'ensemble du conseil d'administration, qui se leva simultanément et s'inclina respectueusement devant elle. Enrique sentit ses genoux faiblir. Son cerveau ne pouvait pas traiter ce qui se passait. Il essaya de rire, un rire sec qui devint pitoyable dans la pièce silencieuse. Il dit d'une voix tremblante, essayant de dédramatiser ce qu'il considérait comme une mauvaise blague, « Chérie, pourquoi es-tu assise sur la chaise du patron? Ne m'embarrasse pas devant ces gens importants. » Enrique continuait toujours de nier la vérité. Il pensait que peut-être Céleste était possédée ou avait eu un épisode psychotique soudain dû au stress. Il fit un pas en avant, ayant l'intention de poser une main sur l'épaule de Céleste pour la repousser. Mais avant que sa main ne puisse toucher l'épaule de Céleste, un vieil homme aux cheveux blancs assis à la droite de Céleste, le directeur le plus ancien, frappa violemment la table. Le bruit du coup fit sursauter Enrique. Le vieil homme cria après Enrique d'une voix tonitruante. Il reçut l'ordre de contrôler son comportement et de retirer ses mains sales. Le vieil homme déclara fermement que la femme assise devant eux était Madame Céleste Vega, l'unique propriétaire du groupe Vega, l'actionnaire majoritaire de cette société, et la patronne de tous ceux présents dans cette pièce. Le patron de l'investisseur, qu'Enrique attendait, était désormais inclus. Cette phrase frappa Enrique plus fort qu'un coup de poing. Les mots unique propriétaire et ou patronne tournaient en boucle dans son esprit, se heurtant au souvenir de la façon dont il avait traité Céleste comme une servante. Enrique regarda Céleste avec des yeux presque larmoyants. Il secoua la tête à plusieurs reprises, murmurant que c'était impossible. Il connaissait Céleste comme une orpheline, une femme qu'il avait épousée parce qu'il pensait pouvoir la contrôler complètement. Comment se faisait-il que la femme qui lavait ses vêtements, cuisinait ses repas et restait silencieuse quand il l'insultait soit la propriétaire du gratte-ciel où il se trouvait maintenant? Céleste le fixa sans ciller. Lentement, les coins de ses lèvres s'étirèrent en un sourire terrifiant. Puis elle parla, non pas à Enrique, mais à toute la salle. Sa voix était calme et puissante. Je vais commencer cette réunion extraordinaire avec pour seul point à l'ordre du jour le nettoyage des parasites au sein de cette entreprise. Enrique recula, trébuchant sur le pied d'une chaise et manquant de tomber. Il regarda autour de lui, espérant que quelqu'un rirait et dirait que tout cela n'était qu'une blague. Mais les visages des directeurs étaient sérieux. Ils le regardaient avec un mélange de mépris et de pitié. Marco plaça le dossier épais qu'il portait devant Céleste. Céleste l'ouvrit lentement. Le geste de ses mains était élégant mais mortel. Enrique réalisa qu'il ne rêvait pas. Son cauchemar au port cet après-midi-là n'était pas encore terminé, en fait, il avait atteint son paroxysme dans cette pièce climatisée, qui était maintenant comme l'enfer pour lui. Dans ce grand fauteuil, Céleste n'était plus sa femme obéissante. Elle était une reine tenant l'épée d'un bourreau, et le cou d'Enrique était dessous. Le silence dans la salle de conférence était si épais que le tic-tac de l'horloge au mur résonnait comme le marteau d'un juge. Enrique hésitait au milieu de la pièce, entouré de regards accusateurs. Au bout de la table, Céleste restait assise tranquillement. Ses doigts fins pianotaient doucement sur la surface en acajou. Chaque tapotement semblait être un compte à rebours avant la fin d'Enrique dans le monde des affaires qu'il adorait tant. Céleste n'avait pas besoin de crier pour montrer son pouvoir, sa froideur était ce qui rendait son aura de dominance encore plus écœurante pour Enrique. Il essaya d'ouvrir la bouche pour parler, pour se défendre, ou juste pour prononcer le nom de Céleste. Mais sa voix resta bloquée dans sa gorge. Il était comme un poisson hors de l'eau, cherchant de l'oxygène dans un environnement complètement contrôlé par elle. Céleste fit un petit geste à Marco. Marco pressa silencieusement un bouton sur une télécommande. Les lumières de la pièce s'obscurcirent légèrement, et un écran de projecteur géant descendit lentement derrière Céleste. Le projecteur s'alluma, affichant une série de données très détaillées, des graphiques et des documents bancaires.
Le grand titre sur l'écran était clairement un audit médico-légal des flux de fonds de l'entreprise d'Enrique Moral. Enrique ferma les yeux, essayant de lire les chiffres. À mesure qu'il lisait, il devenait de plus en plus pâle, blanc comme un linge. Ces données étaient les secrets les plus profonds de son entreprise, ceux qu'il pensait être en sécurité. Il y avait même des données qu'il ne connaissait pas. Céleste commença à parler. Sa voix claire brisa le silence. Elle expliqua sur le ton neutre d'un professeur donnant une leçon à un élève ignorant. Elle pointa un graphique montrant l'augmentation du capital initial de l'entreprise d'Enrique il y a 5 ans. Céleste demanda à Enrique, « D'où penses-tu avoir pu obtenir autant de capital quand tu étais anonyme et que tu ne disais rien ?» À l'époque, il pensait que c'était de la chance ou l'aide d'un vieil ami de son père. Céleste répondit à sa propre question. Elle révéla que c'était elle qui avait injecté les fonds par le biais de diverses sociétés écrans. Les maigres économies d'Enrique n'auraient jamais suffi à louer ne serait-ce qu'un petit bureau, et encore moins à créer une entreprise. Pendant tout ce temps, la femme qu'Enrique traitait de provinciale et de fardeau était le pilier financier qui soutenait toutes ses ambitions. La diapositive sur le projecteur changea. Les preuves montraient maintenant des virements mensuels de montants importants du compte personnel de Céleste vers le compte d'exploitation de l'entreprise d'Enrique, déguisé en revenu d'investissement. Céleste continua son explication, énumérant les projets réussis d'Enrique qui étaient, en réalité, des échecs et ne semblaient réussis que parce que Céleste épongeait silencieusement les pertes pour qu'Enrique ne soit pas stressé. J'ai fait tout cela par amour parce que je voulais voir mon mari fier et confiant. Mais cet amour, dit Céleste, la voix tremblant légèrement sous l'effet d'émotions contenues, a été accueilli avec dégoût. Enrique sentit ses genoux céder complètement. Il s'agenouilla sur le tapis. Ses yeux vides fixaient l'écran, qui affichait maintenant les preuves de sa trahison. Des enregistrements de caméras de sécurité et les relevés de cartes de crédit de l'entreprise furent projetés à l'écran. On y voyait clairement Enrique acheter des sacs coûteux, des bijoux en diamant et payer des factures dans des hôtels 5 étoiles, mais pas pour Céleste. Le nom de la bénéficiaire des cadeaux, Isabelle, était clairement indiqué. Les directeurs dans la salle murmuraient, secouant la tête de déception. C'étaient des hommes d'affaires professionnels qui détestaient l'utilisation abusive des fonds de l'entreprise pour des frasques personnelles. Céleste regarda Enrique, agenouillé sur le sol, avec une expression difficile à lire, un mélange de douleur profonde et de joie à la révélation de la vérité. Elle se leva lentement de sa chaise, fit le tour de la table et s'arrêta devant Enrique. Elle se pencha pour regarder son visage, qui était maintenant trempé de sueur froide. Elle répéta les mots qu'Enrique lui avait criés cet après-midi-là. Céleste demanda sarcastiquement, « Qui est vraiment la provinciale et qui est l'élitiste ici ?» Elle dit que pendant tout ce temps, Enrique n'était qu'une marionnette qu'elle habillait avec des vêtements coûteux, une marionnette qu'elle laissait jouer au patron. Mais la marionnette s'est avérée défectueuse, une ingrate qui a mordu la main qui la nourrissait. Céleste déclara qu'en ce jour, la fille provinciale frustrée allait récupérer tous ses jouets. Elle retirait Enrique non seulement de son poste de PDG mais révoquait également tous ses accès financiers. Tous les biens achetés avec l'argent de Céleste furent confisqués, et il fut abandonné exactement comme il était lors de leur première rencontre. Enrique leva les yeux, les larmes commençant à monter. La peur de la pauvreté l'emporta sur sa gêne. Il essaya de toucher l'ourlet de la robe de Céleste. Sa main tremblante tenta d'atteindre la soie douce qui enveloppait ses jambes. Enrique commença à implorer son pardon. Il promit de divorcer d'Isabelle sur le champ. Il promit d'être un bon mari. Les pieds de Céleste seraient lavés chaque jour. Si nécessaire, il la suppliait simplement de ne pas tout lui enlever. Sa voix s'était brisée en un cri pitoyable. L'homme qui, il y a quelques heures à peine, criait avec arrogance sur un yacht de luxe, sanglotait maintenant comme un enfant à qui on avait volé des bonbons. Mais il n'y avait aucune pitié dans les yeux de Céleste. Son cœur était gelé depuis qu'Enrique l'avait chassé du quai. Soudain, la porte de la salle de réunion s'ouvrit bruyamment. Tout le monde fut surpris. À la porte, Isabelle était haletante. Son apparence était un peu désordonnée, ses cheveux étaient ébouriffés par le vent et son maquillage était étalé. Il semble qu'Isabelle avait suivi la voiture d'Enrique dans un autre taxi, méfiante et ne voulant pas perdre sa mine d'or. Isabelle entra dans la pièce, passant devant les agents de sécurité qui avaient tardé à l'arrêter. Elle vit Enrique agenouillé sur le sol et pensa immédiatement qu'il était opprimé. Sans hésitation, elle commença à crier et à insulter les personnes présentes dans la pièce. Ses yeux étaient fixés sur Céleste, qui restait debout.
Isabelle s'approcha avec colère, pointant Céleste du doigt. Elle était sur le point de proférer une insulte, la traitant de provinciale sans gêne pour être entrée dans la salle de conférence de son mari. Mais les mots d'Isabelle moururent sur ses lèvres. Elle remarqua le silence étrange dans la pièce. Elle vit Enrique pleurer aux pieds de Céleste. Elle vit Marco et les directeurs regarder Céleste avec respect et crainte. Isabelle regarda autour d'elle, et ses yeux se figèrent sur l'écran du projecteur qui montrait encore une photo d'elle et d'Enrique avec une grande légende disant « Preuve de détournement de fonds ». Isabelle était stupéfaite. Son esprit, qui avait mis du temps à traiter la situation, réalisa enfin quelque chose d'effrayant. L'aura de pouvoir émanant de Céleste était si forte que le courage d'Isabelle s'évanouit soudainement. Céleste se tourna lentement vers Isabelle. Elle lui lança un regard qui lui donna l'impression d'être une fourmi sur le point d'être écrasée. Céleste sourit légèrement et dit d'un ton poli mais effrayant, « Isabelle, merci d'être venue toi-même dans la fosse aux lions. Nous parlions justement des déchets de l'entreprise qui devaient être éliminés, et voici que le déchet vient de lui-même. » Céleste fit signe aux agents de sécurité alors qu'ils entraient derrière Isabelle. D'une voix ferme, elle ordonna à la sécurité d'arrêter l'invité non désiré et de la remettre aux autorités pour complicité de détournement de fonds d'entreprise. Isabelle hurla de façon hystérique alors que deux grands agents de sécurité la saisissaient par le bras. Elle était sous le choc. Elle appela Enrique à l'aide, mais Enrique n'osa même pas regarder. Il baissa simplement la tête et se couvrit le visage de ses mains, incapable de supporter la destruction qui se déroulait devant lui. Céleste se rassit dans son grand fauteuil, tournant le dos à Enrique et Isabelle. Elle prit un stylo en or sur la table et signa l'ordre d'expulsion et de gel des avoirs d'un geste rapide et décisif. Le son du stylo sur le papier était le verdict final pour la vie luxueuse d'Enrique et d'Isabelle. Dans cette pièce, la vérité fut révélée, la provinciale était la reine, et le roi était un mendiant ingrat. Les jours suivant l'incident de la salle de conférence passèrent lentement et douloureusement pour Enrique. L'homme qui avait l'habitude de dormir sur un matelas importé dans une pièce climatisée était maintenant entassé dans une chambre étroite et étouffante d'une pension à la périphérie de la ville. La peinture sur les murs s'écaillait et le bruit de la circulation était incessant. Son sommeil était perturbé, et il n'était plus capable de dormir profondément. Après avoir été expulsé de sa luxueuse maison et avoir vu toutes ses cartes de crédit bloquées, Enrique n'avait plus accès à un seul centime. Ils avaient pris sa voiture de fonction, ses effets personnels avaient été confisqués, et ses amis de la haute société avaient disparu comme des bulles. La seule chose de valeur qui lui restait était une montre coûteuse qu'il avait achetée le mois dernier, qu'il finit par mettre en gage pour payer un avocat et le loyer de cette chambre misérable. Dans cette pièce sombre, Enrique était assis sur le bord d'un lit dont les ressorts rouillés grinçaient à chaque mouvement. Son visage était pâle. Ses yeux étaient rouges par manque de sommeil et excès de tabac. Mais au milieu de sa destruction, il restait encore un feu d'arrogance brûlant dans ses yeux. Il refusait d'abandonner comme ça. Il se sentait victime d'une injustice. Avec sa logique tordue, il se sentait en droit d'avoir une part de la richesse de Céleste. Ne sont-ils pas mariés? La loi ne stipule-t-elle pas que les biens acquis pendant le mariage sont des biens conjugaux? Enrique était convaincu que Céleste ne pouvait pas le laisser dans la pauvreté ainsi. Il exigerait ses droits. Il prendrait la moitié de la fortune du groupe Vega, qu'il estimait lui revenir de droit en tant que mari légitime. Le lendemain matin, Enrique mit les meilleurs vêtements qu'il lui restait, même s'ils étaient un peu froissés. Il se coiffa avec l'eau du robinet, essayant de récupérer les derniers vestiges de sa dignité. Il avait rendez-vous avec un avocat nommé Maître Dizon. Maître Dizon était connu comme un avocat peu scrupuleux, prêt à accepter des cas difficiles tant que le pourcentage de gain était élevé. Enrique promit 30% de la totalité des biens qu'il obtiendrait et une somme énorme compte tenu de la fortune de plusieurs milliards de dollars de Céleste, que l'avocat rusé accepta immédiatement. La réunion se tint dans un café bon marché parce qu'Enrique n'avait pas les moyens de louer une salle de réunion. Maître Dizon, un homme gras au visage huileux, écouta attentivement l'histoire d'Enrique. Enrique déforma les événements, alléguant que sa femme lui avait menti sur sa contribution à la croissance de l'entreprise et que Céleste agissait cruellement. Maître Dizon acquiesça avec enthousiasme. Il assura à Enrique qu'il serait très facile de gagner le procès. Selon lui, sans contrat de mariage, Enrique avait droit à 50% des actifs acquis pendant le mariage. C'était la loi fondamentale. Enrique sourit largement en entendant cela. L'image de redevenir riche et de se venger de Céleste dansait dans son esprit.
Il imaginait le visage suppliant de Céleste quand le juge frapperait le marteau de la victoire en sa faveur. Une semaine passa. Le jour de la médiation arriva, la première étape avant de porter l'affaire devant les tribunaux. Le camp de Céleste accepta la rencontre, ce qui encouragea davantage Enrique. Il pensait que Céleste commençait à avoir peur de ses menaces juridiques. La réunion se tint dans un cabinet d'avocats neutre au centre-ville. Enrique arriva avec Maître Dizon, qui se tenait fièrement. Il sentait que les vents de la victoire tournaient en sa faveur. Mais en entrant dans la salle de médiation, sa confiance faiblit légèrement. De l'autre côté de la table, ce n'était pas Céleste, c'était Marco. L'assistant fidèle de Céleste était assis tranquillement avec deux avocats d'affaires impassibles dont les costumes valaient probablement autant que la maison des parents d'Enrique. Enrique s'assit, fixant Marco avec acharnement. Il demanda d'un ton sarcastique où se trouvait sa femme provinciale. Marco ne broncha pas. Il répondit poliment mais avec arrogance que Madame Vega était trop occupée à gérer des affaires mondiales pour s'occuper de questions aussi insignifiantes. Marco dit qu'il avait les pleins pouvoirs pour représenter Céleste et régler l'affaire ce jour-là. Maître Dizon prit la parole d'une voix forte et intimidante, exposant les exigences de son client. Il cita des articles du Code civil concernant le mariage, le partage des actifs, des propriétés, des actions dans l'entreprise, et demanda une pension alimentaire d'1 mois pour Enrique. Il menaça de porter l'affaire devant un procès public qui ternirait le bon nom du groupe Vega si leur demande n'était pas satisfaite. Marco écouta toutes les menaces sans même scier et but son eau minérale. Lorsque l'avocat finit de parler, Dion haletait d'excitation alors que le silence tombait dans la pièce. Marco sourit légèrement, ouvrit la mallette en cuir qu'il portait, en sortit une enveloppe brune assez ancienne et la fit glisser sur la table vers Enrique et son avocat. Enrique fronça les sourcils. Cette enveloppe lui était familière. Hésitant, il l'ouvrit et en sortit le papier à l'intérieur. Le papier a un peu jauni avec le temps, mais l'écriture est toujours clairement lisible. Le titre du document est en lettres majuscules, Contrat de mariage. Le cœur d'Enrique Sandali s'arrêta un instant. Son esprit voyagea 5 ans en arrière, une semaine avant son mariage avec Céleste. À l'époque, Enrique était un jeune homme ambitieux mais paranoïaque. Il venait de lancer une petite entreprise que Céleste avait financée à son insu, et il avait quelques économies. Il aime Céleste, mais il aime aussi son maigre argent. Il craint que Céleste, qu'il considère comme une pauvre orpheline, ne l'épouse que pour son argent s'il réussit. Ainsi, avec toute son arrogance, il a forcé Céleste à signer un contrat de mariage. L'accord était strict et conçu de manière égoïste par Enrique lui-même. En cas de divorce, chaque partie n'a le droit de reprendre que les biens à son nom sans aucun partage des biens conjugaux. Il a fait cela pour se protéger afin que Céleste ne puisse rien demander. Céleste n'avait alors fait que sourire tristement et avait signé à contre-cœur parce qu'elle l'aimait vraiment et ne se souciait pas de l'argent. Maintenant, dans cette salle de médiation froide, les mains d'Enrique tremblaient alors qu'il tenait le papier. Le papier qu'il considérait autrefois comme son bouclier est devenu une épée qui lui tranchait le cou. Il relisait chaque point qu'il avait lui-même écrit. Les biens acquis au nom de l'épouse sont la propriété exclusive de l'épouse. Enrique avala une salive amère. Tous les actifs, la maison, les voitures, les actions, même le compte bancaire principal sont au nom de Céleste ou des sociétés de Céleste. Il n'y a rien au nom d'Enrique, à l'exception des dettes de carte de crédit. L'avocat Dizon arracha le papier de sa main et le lut rapidement. Le visage de l'avocat changea soudainement. De grosses perles de sueur froide apparurent sur son front. Il regarda Enrique avec colère et déception. En tant qu'avocat, il savait très bien que ce document était légal et valide, scellé et enregistré chez un notaire. C'est une impasse. Il n'y a aucun moyen de poursuivre s'il existe un tel accord. L'avocat Dizon jeta le papier sur la table et maudit Enrique dans un murmure mais de façon tranchante, le traitant d'imbécile pour ne pas avoir dit quelque chose de très important dès le début. Il se sentait trompé et sentait que son temps avait été gaspillé. Sans dire au revoir, l'avocat prit ses affaires, se leva et quitta la pièce, laissant Enrique seul face à son destin. Marco regarda Enrique avec une fausse pitié. Il dit d'une voix basse que Madame Vega prévoyait de lui donner une compensation pour les temps passés. Mais parce qu'Enrique a choisi la voie de l'avidité en exigeant la moitié de son empire, Céleste a décidé de suivre les règles du jeu qu'Enrique avait lui-même fixées. Selon cet accord, Enrique quitterait le mariage les mains vides et exactement ce qui était écrit sur le papier qu'il avait fait signer à Céleste il y a 5 ans.
Enrique ne put répondre. Sa bouche était close. Un immense regret remplit sa poitrine. Il se souvint du visage de Céleste lorsqu'elle avait signé le papier, son regard honnête et résigné. Il est si stupide. Son avidité et ses peurs du passé sont devenus le karma le plus douloureux. Marco se leva, ajusta son costume et sortit le document original. Avant de partir, il dit à Enrique de libérer sa chambre à la pension. Il s'avère que le bâtiment venait d'être acheté par une filiale immobilière du groupe Vega pour être démoli et transformé en parking. Enrique fut laissé seul dans la salle de médiation tranquille, fixant la table vide d'un regard vide. Il était complètement vaincu. Sa dernière arme lui avait explosé au visage, détruisant les dernières traces d'espoir qui lui restaient. Tandis qu'Enrique regrette son sort, la chance d'Isabelle n'a pas été meilleure, même si elle ne le sait pas encore. Après l'incident embarrassant au bureau et la découverte de la faillite d'Enrique, Isabelle a immédiatement mis fin à leur relation. Pour elle, l'amour sans argent est un non-sens. Elle a bloqué le numéro d'Enrique, supprimé toutes leurs photos sur les réseaux sociaux et a essayé de se reconstruire en tant que mannequin de qualité, célibataire et de classe. Isabelle est très confiante en sa beauté. Elle est sûre que la chute d'Enrique ne l'entraînera pas vers le bas. Elle croit qu'elle a encore un large marché et qu'elle peut facilement trouver un autre homme riche ou un emploi prestigieux dans le monde du showbiz. Cependant, quelque chose de différent s'est produit. La nouvelle du scandale du groupe Vega s'est répandue comme une traînée de poudre parmi l'élite. Bien que le nom d'Isabelle n'ait pas été officiellement mentionné dans les médias, les commérages dans l'industrie du divertissement et parmi les organisateurs d'événements l'ont déjà placée sur la liste noire. Céleste, avec son pouvoir invisible, s'est assurée que toutes les portes soient fermées pour la femme qui a ruiné son mariage. Isabelle a essayé de contacter d'anciens photographes, des agences de mannequins et des amis haut placés, mais ils l'ont tous refusé pour diverses raisons ou ont simplement cessé de répondre à ses appels. Ses économies s'épuisent. Elle a commencé à vendre les articles de marque qu'Enrique lui avait offert un par un, juste pour payer le loyer de son appartement et ses traitements de beauté coûteux. Elle a paniqué. Elle ne sait pas comment vivre sans luxe. Elle a besoin d'argent rapide et d'une scène pour redevenir célèbre. Au milieu de son désespoir, elle a reçu un email. Celui-ci provenait d'une agence de talent internationale appelée Océanique Exclusive Agency. Le contenu de l'email est très attrayant. On lui propose un contrat exclusif pour être ambassadrice maritime pour le lancement d'une nouvelle route de croisière de luxe en Asie. Le salaire est incroyable. Il y a des bonus comme des vacances gratuites et un traitement VIP. Isabelle a crié de joie en lisant l'email. C'était la réponse à ses prières, la chance de montrer au monde, et surtout à Céleste, qu'elle ne pouvait pas être détruite. Il n'y eut aucun doute et aucune enquête approfondie sur l'agence. Elle répondit à l'email, acceptant l'invitation pour un entretien et signant le contrat. Le lendemain, Isabelle se rendit au bureau de l'agence. Il a l'air moderne et fiable. Elle fut accueillie par une femme d'âge moyen nommée Madame Ramos, à l'apparence sévère et sérieuse. L'entretien fut très court. Madame Ramos fit l'éloge de la beauté physique d'Isabelle et dit qu'elle était parfaite pour un poste sur un navire de croisière de classe mondiale. Isabelle était ravie. Son ego grandit. Ensuite, Madame Ramos lui montra un contrat de travail très épais avec de nombreuses pages en petits caractères. Elle la pressa de signer immédiatement car le navire partirait dans 2 jours, et si elle n'acceptait pas maintenant, le poste serait donné à un autre mannequin. Quand Isabelle entendit cela, son esprit de compétition et son avidité s'éveillèrent, elle ne voulait pas manquer cette occasion en or. Sans lire les détails des clauses, elle ne vit que le montant élevé du salaire sur la première page et apposa sa signature sur la dernière. Elle avait l'impression d'avoir gagné à la loterie. Madame Ramos sourit mystérieusement en recevant le contrat, un sourire qui aurait dû alerter Isabelle, mais elle était occupée à s'imaginer se prélasser sur le pont du navire avec un bikini coûteux et un cocktail à la main. Le jour du départ arriva. Isabelle arriva au port avec une grande valise remplie de ses plus belles robes de soirée et de sa collection de bikinis. Elle pensait à un tapis rouge et à des photographes. Mais en arrivant au quai désigné, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le navire était grand et luxueux, mais elle ne fut pas conduite à l'entrée des invités VIP. Un officier la guida vers une petite porte cachée sur l'entrée latérale pour l'équipage et la logistique. Isabelle protesta. Elle dit qu'elle était l'ambassadrice de la marque, mais l'officiel lui dit de se taire et d'entrer car le navire était sur le point de partir. Elle entra dans un couloir étroit qui sentait le métal.
Elle fut emmenée dans un petit bureau dans la partie inférieure du navire, loin du luxe des ponts supérieurs. Là, Madame Ramos l'attendait, non plus en costume de travail mais dans l'uniforme d'un superviseur de navire. À côté d'elle se trouvait une pile de combinaisons orange délavées et des bottes en caoutchouc. Isabelle demanda avec confusion, « Où est ma suite ? Quand commence la séance photo ?» Madame Ramos laissa échapper un rire sec qui résonna sur les parois métalliques. Elle prit le contrat signé d'Isabelle et le jeta sur la table. Elle lui dit de relire l'article 4, section 1 concernant la description du poste. Les mains tremblantes, Isabelle lut les petites lettres qu'elle avait ignorées. Il y est clairement écrit « Poste de personnel d'assainissement et de nettoyage des zones vitales. Responsabilité, nettoyer, récurer et désinfecter toutes les toilettes publiques, les canalisations et la zone de gestion des déchets du navire. » Ses yeux s'écarquillèrent. Elle cria qu'ils avaient peut-être fait une erreur. Elle est mannequin, pas nettoyeuse. Elle refusa de faire un travail subalterne et essaya de quitter la pièce. Mais Madame Ramos souligna calmement l'article 12 concernant la résiliation unilatérale du contrat. Il stipule que si l'employé démissionne avant la fin du contrat de 2 ans, il ou elle doit payer une amende équivalente à 10 fois le salaire total promis à environ 10 millions de pesos qui doit être payé en espèces à ce moment-là. Isabelle sentit son monde s'écrouler. Ses jambes étaient faibles, elle n'avait pas autant d'argent. Elle était piégée. Elle avait vendu son âme pour un papier qu'elle n'avait jamais lu. Madame Ramos lui jeta la combinaison orange au visage. Elle sentait le vieux désinfectant bon marché. On lui ordonna de se changer immédiatement car les toilettes du pont s'étaient bouchées et un passager avait vomi dans l'allée principale. Isabelle pleura hystériquement. Ses larmes coulèrent sur son maquillage coûteux, laissant des taches sur son visage. Elle supplia, disant qu'elle ne pouvait pas récurer les toilettes avec ses mains délicates et qu'elle venait de se faire une manucure. Mais Madame Ramos s'en moquait. Elle lui cria dessus, lui donnant 5 minutes pour se préparer, sinon l'amende augmenterait avec des intérêts quotidiens. Elle n'avait pas le choix. En pleurant, elle enleva sa robe en soie et enfila la combinaison rugueuse. Elle mit les lourdes bottes en caoutchouc. Son apparence changea soudainement d'une mondaine arrogante à une travailleuse débraillée. En quittant le bureau avec un seau, une brosse et une serpillière, elle vit le logo de la compagnie maritime sur le mur. Il est petit mais clair, une encre dorée avec une lettre V entrelacée. C'est le logo d'une filiale du groupe Vega. Isabelle comprit enfin que ce n'était pas une coïncidence. C'est une punition conçue pour elle. Elle fut emmenée dans les toilettes publiques les plus fréquentées de la classe économique. L'odeur était nauséabonde. Isabelle se sentit un peu mal, mais Madame Ramos lui donna une tape dans le dos et lui ordonna de travailler. Isabelle, la femme qui avait autrefois insulté Céleste en la traitant de provinciale et regardait les autres avec arrogance, doit maintenant s'agenouiller sur le sol sale d'une salle de bain, frottant les taches dégoûtantes d'inconnus. Chaque coup de brosse était comme un grattoir qui lui enlevait sa dignité. Elle pleurait en frottant, se rappelant à quel point elle était devenue arrogante. Le karma est venu à elle de la manière la plus ironique. Elle voulait être la reine de la mer, mais elle est maintenant littéralement une ouvrière en mer, enfermée dans une prison flottante dont elle ne sera pas libérée avant les 2 prochaines années. Le ciel sur la ville était gris, comme s'il pleurait les pas hésitants d'un homme marchant sur un trottoir brûlant. Cet homme était Enrique. Son apparence était très différente de celle de l'ancien jeune directeur qui était toujours propre et sentait bon. Ses vêtements de marque étaient en lambeaux, le col jauni par la sueur, et une tache de café ne partait pas. Son pantalon autrefois élégant était froissé et flottant car il avait beaucoup maigri au cours du mois dernier. Ses chaussures en cuir coûteuses avaient des fissures, et les semelles étaient usées à force de marcher. Il venait d'être expulsé de sa chambre exiguë dans la pension pour ne pas avoir payé le loyer pendant 2 semaines. Le propriétaire grincheux avait refusé d'écouter les excuses et avait jeté son sac de vêtements dans la rue. Enrique s'assit sur le seuil d'un magasin d'électronique fermé, serrant son sac à dos. Son estomac gargouillait. Cela faisait mal parce qu'il n'avait pas mangé depuis hier. Il ne survivait qu'en buvant de l'eau au robinet d'une mosquée voisine. La faim le tourmente, mais la honte et le remords sont plus douloureux. Il regardait les gens passer d'un regard vide. Il avait l'habitude d'être assis à l'intérieur d'une berline de luxe climatisée, regardant de haut les piétons qui avaient chaud. Maintenant, il est l'un d'entre eux, ou pire, il est devenu un vagabond sans destination. Il fouilla dans ses poches. Il ne restait que quelques pièces pas assez pour s'acheter un repas décent.
Il était au point le plus bas où la fierté ne valait rien face au besoin de survivre. Alors qu'il était occupé par sa souffrance, un écran géant de l'autre côté de la rue s'alluma, montrant un reportage économique. Les yeux d'Enrique étaient rivés sur l'écran. Là apparut le visage d'une femme qu'il connaissait bien, le visage qui le hante chaque nuit dans ses cauchemars, Céleste. Dans la vidéo, Céleste a l'air élégante et respectable dans un costume moderne de couleur pastel. Elle coupe un ruban pour l'inauguration d'un nouveau port logistique international appartenant au groupe Vega. Son sourire est sincère et inébranlable, montrant un leadership fort. Elle était entourée de journalistes. L'un d'eux a demandé quel était le secret de son succès pour gérer toute seule un empire commercial massif. Enrique concentra son attention. Dans les haut-parleurs, on entendit la réponse calme mais ferme de Céleste: la clé du succès est de supprimer tout ce qui est improductif et toxique dans la vie, y compris les parasites qui freinent la croissance. Cette réponse fut comme une lance perçant directement la poitrine d'Enrique. Il savait très bien de quel parasite elle parlait. Il se courba, les larmes coulant sur son pantalon sale. Il réalisa à quel point il avait été stupide de gaspiller un diamant pour une pierre. Isabelle l'a quitté. Sa richesse a disparu, et maintenant il voit son ex-femme s'envoler haut, atteignant un succès qu'il ne peut atteindre. La faim le ramena à la réalité. Il a besoin de manger. Il se leva et marcha sans but vers la zone du vieux port où les travailleurs se rassemblaient à la recherche d'un travail à la journée. Il avait entendu dire qu'il y avait souvent besoin de dockers ou de membres d'équipage payés à la journée. Enrique, qui de toute sa vie n'avait jamais rien soulevé de plus lourd qu'une mallette, devait maintenant vendre sa force physique. En arrivant au port, il fut accueilli par l'odeur de poisson et de diesel. Il vit une foule alignée devant une agence d'emploi pour navires. Il rejoignit la file d'attente. Il avait l'impression de ne pas être à sa place parmi les hommes musclés et tatoués à la peau tannée. Il le regardait avec dédain, voyant sa peau relativement claire et ses mains douces. Après avoir attendu plusieurs heures sous un soleil de plomb, c'était son tour. Il fit face à un contremaître à l'air féroce. Il l'examina de la tête aux pieds et rit d'un air moqueur. Je pense que cet homme s'est perdu ou cherchait un endroit pour pique-niquer. Enrique ravala sa fierté. D'une voix rauque, il supplia pour n'importe quel travail tant qu'il pourrait manger et avoir un endroit où dormir. Le contremaître lui jeta un formulaire froissé au visage. Il dit qu'il y avait un poste vacant sur un cargo qui voyagerait pendant longtemps. Le poste est celui de marin de Baran. Ses tâches consisteront à nettoyer le pont, à gratter la rouille et à s'occuper des poubelles. Le salaire est bas, le travail est dur et il n'y a pas de jour de congé. Il n'avait pas le choix. Il acquiesça rapidement et signa le papier sans le lire. Il voulait juste manger. On lui donna un uniforme d'occasion qui lui allait mal et on lui ordonna d'embarquer sur le navire Eternal Ark. Dès qu'il posa le pied sur le navire, son enfer commença. Le maître d'équipage lui cria de prendre une brosse métallique et un seau. Sa première tâche fut de nettoyer les taches d'huile et la rouille sur le pont principal sous le soleil brûlant. Ses mains, peu habituées aux travaux lourds, se couvrirent d'ampoules dès la première heure. Il avait l'impression que son dos allait se briser. Chaque fois qu'il s'arrêtait, il recevait un coup de pied ou se faisait hurler dessus. Les vétérans aiment abuser des nouveaux venus, surtout de ceux qui ont l'air faibles comme Enrique. La nuit, il n'a pas de lit décent. Il dormait dans une cabine exiguë au fond du navire avec l'équipage. Il fait chaud, l'air est étouffant et sent la sueur. Son matelas était mince et plein de taches. Il se souvint de Céleste. Il avait l'habitude de lui masser le dos lorsqu'elle rentrait fatiguée. Le souvenir de cela est maintenant la torture la plus douloureuse. Les jours devinrent des semaines. L'Eternal Ark était parti. Enrique est habitué à la torture physique. Sa peau est devenue foncée, ses cheveux étaient en désordre et il avait une barbe négligée. Il travaillait silencieusement comme un robot récurant le sol, soulevant des conteneurs, nettoyant les toilettes de l'équipage. Il est devenu un véritable aide-en-mer, tout comme il avait autrefois insulté Céleste. Mais il y a quelque chose qu'Enrique ignore, l'Eternal Ark et toute sa cargaison viennent d'être achetés par une nouvelle société holding, et le nouveau propriétaire prévoit une inspection surprise en mer. Il ne savait pas qu'il travaillait à l'intérieur du domaine géant appartenant à la femme qu'il avait mise à la porte. Un matin, tout l'équipage a paniqué. Le capitaine a annoncé que la propriétaire arriverait en hélicoptère pour une inspection. Tout le monde doit nettoyer le navire jusqu'à ce qu'il brille.
Enrique et ses collègues ont été forcés de travailler sans arrêt. Il ne se soucie pas de savoir qui est le propriétaire. Il a juste peur de voir son salaire réduit. Il travaillait penché, récurant le pont VIP. Dans son cœur, il voulait juste que l'inspection se termine immédiatement pour pouvoir faire une pause loin de cet enfer. Il ne se doutait pas que la rencontre qui allait changer le reste de sa vie approchait. Le vrombissement des hélices d'un hélicoptère rompit le silence de l'océan au-dessus de l'Eternal Arc. Enrique était dans la dernière ligne avec d'autres marins de Baran. Il tremblait de fatigue. Il était penché, regardant ses bottes sales. Il n'osait pas lever les yeux. Les ordres du contremaître étaient clairs, ne regardez pas le propriétaire dans les yeux, ne parlez pas à moins d'y être invité, et inclinez-vous en signe de respect. Le luxueux hélicoptère noir atterrit lentement sur l'héliport. La porte s'ouvrit. Le capitaine et les officiers coururent accueillir leur invité d'honneur. Enrique jeta un coup d'œil. Il vit une femme descendre avec des pas élégants. Elle portait un costume blanc immaculé qui contrastait avec l'environnement gris du cargo. Malgré ses grandes lunettes de soleil, l'aura de puissance qui émanait d'elle était très familière. Le cœur d'Enrique s'arrêta. Il reconnut cette posture, cette façon de marcher. La femme était accompagnée d'un assistant masculin. Lorsqu'ils s'approchèrent, il le reconnut. C'était Marco. Le sang lui monta à la tête. Si c'est Marco, la femme en blanc et céleste. Il voulait courir, sauter à la mer et disparaître. La honte était plus grande que la peur de la mort. Comment cela a-t-il pu arriver? L'ex-mari arrogant se tenait maintenant comme un simple travailleur devant son ex-femme qui était arrivée en tant que propriétaire du navire. Mais ses pieds semblaient collés au sol en fer. Il était piégé. Céleste marchait lentement, inspectant l'équipage. Elle s'arrêtait de temps en temps pour interroger le capitaine sur l'état du navire. Sa voix était ferme mais douce, la voix qui l'apaisait autrefois sonnait maintenant comme un jugement. Elle retira ses lunettes de soleil, révélant son regard acéré. Elle se rapprochait de plus en plus de la position d'Enrique. Il retint son souffle, priant pour ne pas être reconnu derrière sa barbe et son visage brûlé par le soleil. Mais ses prières ne furent pas exaucées. Les pas de Céleste s'arrêtèrent juste devant lui. Ses chaussures blanches et propres se trouvaient devant ses vieilles bottes sales. Le silence tomba sur le pont. Le contremaître regarda Enrique, lui faisant signe de s'incliner davantage, mais Enrique leva lentement la tête. Leurs regards se croisèrent. Céleste le regarda avec une expression vide. Il n'y avait aucune surprise sur son visage. Son regard était celui de quelqu'un qui a vu un étranger ou, plus exactement, quelque chose qui n'est pas à sa place. Enrique tremblait. Ses lèvres bougèrent, essayant de former des mots. Enfin, d'une voix rauque presque inaudible, il murmura son nom, Céleste, qu'il corrigea rapidement, consumé par la peur. Madame Céleste, s'il vous plaît, aidez-moi. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues sales. Sa défense s'effondra. Il s'agenouilla devant elle. Devant des centaines de paires d'yeux, il s'attarda, embrassant l'ourlet de son pantalon. S'il vous plaît, pardonnez-moi, madame. S'il vous plaît, aidez-moi. Je n'en peux plus. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde chance. Je vous en supplie. Il pleurait pitoyablement. L'équipage était stupéfait. Le contremaître était sur le point de le chasser à cause de son manque de respect, mais Marco l'arrêta d'un signe. Céleste ne bougea pas. Elle regarda son ex-mari mendier à ses pieds avec un froid qui lui fit dresser les cheveux sur la tête. Elle se souvint du moment sur le yacht de luxe quand Enrique l'avait entraîné et l'avait jeté dehors en public. Il avait dit que les yachts ne sont que pour l'élite, pas pour les provinciaux. Maintenant, la roue de la fortune a tourné de 180 degrés avec une précision terrifiante. Céleste soupira. Elle parla d'une voix calme mais assez forte pour que tout le monde l'entende. Capitaine, appela-t-elle, je ne me souviens pas avoir embauché quelqu'un sans intégrité dans mon entreprise. Ce navire, selon la politique de l'entreprise, n'est que pour les travailleurs honnêtes et les gens qui connaissent leur place. La phrase frappa Enrique plus fort que n'importe quel coup de poing. Céleste utilisait ses propres mots pour le punir. Cet individu, continua Céleste, pollue la vue de mon navire. Il ne passe pas les normes d'hygiène mentale pour être ici. Enrique leva les yeux avec des yeux remplis de peur. Céleste, ne suis-je pas ton mari?
Nous étions tombés amoureux, chuchota Théil dans la panique. Céleste sourit légèrement, un sourire froid. Mon ex-mari est mort avec son arrogance. Ce qui est devant moi maintenant n'est qu'un étranger grossier. Puis elle se tourna vers la mer. Au loin se trouvait la petite île déserte de corail. Elle regarda de nouveau le capitaine. Capitaine, nous sommes proches de cette île. Ne pourriez-vous pas l'y déposer? Donnez-lui une bouteille d'eau et un gilet de sauvetage. Laissez-le réfléchir au sens de provincial et élitiste là-bas. Oui, madame, répondit le capitaine avec insistance. Enrique hurla hystériquement. Non, Céleste. Ne fais pas ça. Je vais mourir là-bas. Pitié. Il essaya de se cramponner à ses jambes à nouveau, mais deux grands gardes de sécurité le retinrent. Ils le traînèrent comme un sac de déchets. Il se débattit, pleura et supplia, mais personne ne s'en soucia. Céleste se détourna avec élégance. Elle remit ses lunettes de soleil et se dirigea vers la cabine VIP sans regarder en arrière. Pour elle, la conversation était terminée. Les déchets avaient été enlevés. Seules quelques minutes passèrent. Un petit bateau fut descendu. Enrique fut forcé de débarquer sur l'île aride. Il n'y avait pas d'arbres, seulement des rochers tranchants. On lui donna une bouteille d'eau comme ordonné, et ils retournèrent au navire. Enrique fut laissé seul sur la petite île, trempé par les vagues. Il vit comment le géant Eternal Arc commençait à s'éloigner. Sur le pont le plus élevé se tenait Céleste, tenant un verre de jus, regardant comment l'île rétrécissait. La brise marine caressait son visage, apportant un sentiment de véritable liberté. Elle vit la silhouette d'Enrique s'agiter désespérément, ses cris étouffés par le fracas des vagues. Céleste ne ressentait aucune tristesse, seulement un grand sentiment de soulagement. Tout avait été juste. L'homme qui lui avait dit de nager dans l'océan expérimentait maintenant par lui-même à quel point il était vaste et cruel. La sirène du grand navire retentit un coup long et final. Et puis le voyage continua, laissant Enrique s'effondrer sur le sable, pleurant pour le karma qui lui était venu de la manière la plus parfaite.